Vous nous donnez un top départ? Top départ, extraordinaire. Bien, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans ce merveilleux salon qu'il y a bien longtemps, nous avions co-créé. Il s'appelait le CECA, Salon européen des centres d'appel. C'était il y a 26 ans. La même année, nous créions l'AFRC, l'Association française de la relation client. Donc, nous avons le même âge. Je me souviens, dans ces allées, on déambulait avec des ministres qui s'intéressaient beaucoup à notre secteur d'activité. Bon, c'est toujours le cas, quoi. Alors, je vous rappelle en introduction que l'AFRC, c'est la plus grande communauté des professionnels de la relation client. Nous avons 3500 membres et plus de 300 entreprises. Vous pouvez nous rejoindre cette année puisque nous avons repris un stand, le G52, je fais la pub. Ça vous permettra de comprendre les changements, vous inspirer sur les meilleures pratiques. Et Dieu sait si aujourd'hui, il faut décrypter les évolutions technologiques. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'AFRC. Stand G52. Et cette année, nous accueillons nos homologues européens. Nous avions créé d'ailleurs en 2004 ECO, l'Association européenne des centres de relations clients avec tous les pays européens. Et donc, venez nous rejoindre. Nos homologues seront là à partir de 10 h. Ils vont faire un tour du salon. Ils seront sur le stand. Donc, n'hésitez pas à venir les saluer et les rencontrer. Je vous rappelle aussi que nous lançons officiellement les candidatures pour les palmes de la relation client. Merci Thierry. Donc si vous voulez vous inscrire cette année, vous le faites sur le site internet afrc.org, www.afrc.org. Et comme vous le savez, chaque année, nous avons créé un thème qui sera développé tout au long de l'année 2024. Alors l'année dernière, c'était redonner envie. C'était le thème que nous avions choisi. Et on va débattre avec nos invités autour de ce thème. Et la tradition veut que nous amenons sur scène les lauréats des palmes de la relation client 2023 qui ont évidemment gagné des palmes prestigieuses. On va en parler tout de suite autour de ce thème. Alors, dans cette période difficile, redonner envie aux clients, aux collaborateurs, évidemment aussi aux citoyens. On va en reparler avec les marques qui sont ici. Dans un contexte mondial qui, je ne fais pas de dessin, est un peu en tension, en fragmentation, la société est un peu en repli sur soi. Alors justement, nous, la relation client, on est dans l'engagement. Alors permettez-moi en quelques mots d'introduction de vous livrer un peu des observations sur ce début d'année 2024 et aussi quelques chiffres. Quelques chiffres que nous tirons toujours du baromètre Cision. Je crois qu'ils ont un stand dans ce salon. Je salue nos amis de Cision. Donc les attentes des consommateurs et les intentions d'achat se décident dans un ordre qui a un peu changé. Donc l'ordre, si on met un podium de 3 raisons. La première, c'est le critère de prix, hein, vous l'avez compris. La deuxième raison dans leur critère d'achat, c'est l'immédiateté, le temps réel de la réponse. Et avec les portables, aujourd'hui, on ne peut rien attendre, on ne peut pas attendre. Et puis la troisième raison, c'est l'expérience. Donc l'expérience client reste quand même sur le podium, à condition qu'elle soit simple, efficace et surtout qu'elle nous apporte du fun. Donc tout ça, vous les retrouvez dans des chiffres Cision sur les études de l'AFRC. Et alors bien sûr, cette année, on va en parler tout au long de ces 3 jours au salon. On ne peut pas, bonjour tout le monde, on ne peut pas ne pas parler de cette vague qui nous submerge, la vague de l'IA générative qui déferle partout, applicable dans tous les domaines. Et au premier chef, la relation client, l'expérience client, puisque Gartner nous classe en tête numéro 1 des applications qui commencent à mettre en place un certain nombre de cas d'usage. Toujours sur des chiffres Cision, 78% des consommateurs nous disent qu'ils continueront d'utiliser des solutions d'IA générative, des chatbots qu'ils connaissent depuis 2017, à condition qu'il y ait toujours la possibilité d'entrer en contact avec un humain. Et 70% des dirigeants des entreprises, des marques, nous annoncent qu'ils vont utiliser l'IA générative. 70%, c'est quand même beaucoup, à condition, là aussi, que dans les cas d'usage, on puisse avoir en permanence des relais auprès des clients. Et sur les usages que nous avons repris d'ailleurs dans une fresque avec des consultants que vous connaissez peut-être qui sont Wavestone, on va noter 5 cas d'usage qui sont en train de se déployer dans les entreprises. Le premier cas d'usage, c'est les analyses marketing, analyse des données clients, avec un historique de comportement et on identifie les intentions, on essaye de prédire les comportements clients. Le deuxième usage qui se développe beaucoup plus vite aussi, c'est le search, la recherche d'informations qui sont disséminées dans des sources très disparates. Et donc, l'IA générative permet de classer les mails, permet de mieux router les demandes et de faire des propositions de demande. Troisième cas d'usage qui aussi se développe assez vite, c'est la création de contenu.
IA générative, ça génère des contenus, ça suggère en temps réel aux conseillers des guides d'utilisation, des éléments de réponse, des actions commerciales. Et Dieu sait si c'est notre combat tous ensemble et dans ce salon d'arriver à faire monter la valeur et l'intérêt au travail pour les conseillers, pour qu'enfin l'expérience client soit reconnue à sa juste valeur de discipline et de valeur pour l'économie française. Et on pense que l'IA générative, on espère que l'IA générative va justement nous apporter ce coup de fouet, cette espèce d'élan pour faire reconnaître encore plus la valeur des conseillers. Quatrième cas d'usage, c'est effectuer des résumés. Et là aussi, c'est pour aider les conseillers. Donc, on récupère des informations clients, des conversations, on historise les actions faites ou à faire. Et on permet justement aux conseillers de gagner plus de temps pour pouvoir se mobiliser essentiellement sur sa tâche principale. Donc, la relation client, l'empathie, le commerce, tout ce qu'il sait faire au mieux. Et on sait aussi réaliser des enquêtes de satisfaction et pas mal d'analyses. Et dernière application qui voit le jour, de façon, je vois plein de gens autour de cette salle qui sont des grands professionnels, qui ont été des start-up et maintenant des scale-up, réaliser des conversations avec des bots, et des bots qui sont de plus en plus performants. Évidemment, tout cela avec des données de très bonne qualité. On va en parler avec nos invités. Alors, pour redonner envie, beau thème de cette année, et venir partager leurs convictions, leurs visions et aussi leurs réussites à travers les palmes de la relation client, je vais vous demander d'applaudir Myriam Huin. Voilà Myriam, vous la reconnaissez, c'est la seule femme. D'habitude, on essaye toujours d'avoir un peu de parité, mais c'est la seule femme. Directrice de l'expérience utilisateur et digitale chez France Travail, qui s'appelait avant Pôle emploi. Bonjour Myriam. Et bonjour Myriam, avec ses équipes, elle a obtenu la palme de l'expérience collaborateur. Elle va nous en parler tout de suite. Deuxième palme, c'est Bertrand Olejnik de chez Domusvi. Alors, on ne voit pas beaucoup Domusvi. C'est une entreprise qu'on connaît moins. Enfin, surtout les personnes âgées connaissent plus. Vous êtes directeur opérationnel France Service à domicile et résidence service. Et tu as obtenu, je le tutoie, la palme de l'expérience client fondamentale. Et puis, la troisième palme qui a été assez vite récompensée, même si elle était dans une catégorie qui n'était pas forcément attendue, parce qu'il ramasse souvent des prix dans d'autres catégories. C'est Pierre Groby de La Poste. On applaudit Pierre également. Directeur de la relation à distance. Et la palme que tu as remportée, c'est la palme expérience citoyen, puisque La Poste s'intéresse évidemment aux citoyens. Alors, on démarre avec un premier temps et on va vous demander, vous pouvez poser des questions sur voilà, le numéro qui est affiché, n'hésitez pas, on prendra vos questions aussi à la fin. Donc on va démarrer sur un premier temps avec une présentation de votre activité, de votre périmètre. Et puis alors, quel est le projet qui vous a fait gagner justement cette palme? On démarre avec Myriam. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme vous le saviez tous, j'espère, France Travail a remplacé Pôle emploi au 1er janvier 2024. Vous le saviez tous, n'est-ce pas? Qui ne le savait pas? Et ça s'appelait comment avant? Pôle emploi. ANPE, très bien. Oui. Donc effectivement, France Travail, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est l'opérateur public de référence sur le marché de l'emploi. Et au titre de cette mission de service public, nous garantissons le paiement et l'indemnisation de nos demandeurs d'emploi, mais pas uniquement. Nous garantissons aussi l'accompagnement de toutes les personnes en recherche d'emploi et nous nous assurons aussi de répondre à tous les besoins de recrutement de toutes les entreprises. Donc, pour ce faire, nous nous appuyons sur un réseau de 900 agences de proximité, à peu près 55 000 salariés. Et nous nous appuyons aussi sur la coopération avec tous les autres acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation, qui sont réunis dans ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi. Et dans ce cadre-là, nous nous attachons effectivement à placer les préoccupations de nos usagers au cœur de toutes nos activités. Et qu'est-ce qui nous a fait gagner la palme collaborateur l'année dernière? C'est un dispositif innovant qui place toutes les problématiques opérationnelles vécues par les usagers ou les collaborateurs au centre de nos préoccupations. Et on a lancé un challenge intrapreneuriat à destination de tous nos salariés, l'incubateur France Travail.
Et c'est cet incubateur et la méthode qui nous a permis d'obtenir la palme expérience collaborateur. Voilà, on peut la réapplaudir, elle adore cette palme. C'est vrai que c'était une superbe initiative justement pour permettre aux salariés d'être force de proposition et de créer leur start-up. On va revenir dessus de toute façon. Alors Bertrand Ogelnik, le jury a attribué à Domusvi la palme de l'expérience client. Pour nous, c'est fondamental justement pour transformer une entreprise autour de la relation client et de l'expérience client sur un modèle de service disponible 24/24, 7 jours sur 7. Tu peux nous présenter aussi un peu Domusvi? C'est vrai que c'est une marque qui est un peu moins connue que France Travail. Oui, je vous présente Domusvi. Donc Domusvi, c'est un des leaders de la prise en charge des personnes âgées et du handicap et donc de la dépendance, avec 3 activités qu'on va retrouver sur la maison de retraite, des résidences-services et l'activité du domicile qui va de l'aide à domicile aux soins infirmiers. Domusvi est présent dans 9 pays, c'est un des leaders français et les équipes et moi-même qui avions dans des temps un peu chahutés médiatiquement dans le médico-social, nous avons eu une volonté de se présenter à la palme client pour montrer le savoir-faire, et mettre en avant la qualité de nos équipes. À ce titre, nous avons... Je laisse le véhicule. À ce titre, donc, nous avons déployé tout un outil de la gestion du planning, de gestion du temps pour nos clients ainsi que pour nos collaborateurs, de système d'alerte pour savoir si nos collaborateurs sont arrivés au domicile des personnes, savoir s'ils sont arrivés à l'heure, s'ils ont réalisé leurs tâches, quels sont les inconvénients. Et toutes les équipes se sont mobilisées pour participer à cette palme, et ça a été une véritable fierté pour nos clients comme pour nos collaborateurs de gagner la palme client. Merci Bertrand. Alors la Poste, je ne sais pas s'il faut la présenter, la Poste, parce que là c'est la France, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie, mais quand même quelques mots, et puis surtout le jury qui a attribué à la Poste dans cette catégorie expérience citoyen, donc en tant que service public, la palme qui permet la mobilisation massive de près de 50 000 postiers. Peut-être nous rappeler aussi ton périmètre, Pierre? Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, je ne vais pas vous présenter la Poste. Je crois que vous serez tous un jour clients de la Poste. Par contre, je vais vous présenter un petit peu notre périmètre, comme tu l'as demandé, Eric. Donc le périmètre de la direction de la relation client à distance de la Poste, c'est tout simplement l'entité qui gère tous les besoins d'information, d'assistance, de réclamation. Et donc nous sommes là en fait pour offrir à nos clients la capacité de pouvoir nous contacter sans avoir à se déplacer dès qu'il y a quelque chose qui leur paraisse pas clair, voire qui leur paraisse à corriger. Voilà, je vais utiliser ce mot-là. Et donc on a présenté nous un programme qui s'appelle Boucle courte, et je crois qu'on reviendra là-dessus un peu plus en détail, mais c'est vraiment sur la partie de notre mission traitement de la réclamation qu'on est allé. Je voudrais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que on aurait pu choisir des sujets plus techno, et on a pris peut-être le projet le plus humain qu'on avait. Alors certes, on est aussi sur des sujets d'IA en ce moment, sur de la digitalisation, sur l'automatisation, mais on voulait mettre en avant un projet qui est vraiment géré par des individus pour des clients. Et ça a fait débat en interne. Je vais vous faire une confidence. On a hésité, pas tellement pour la partie techno, mais sur le fait de choisir un programme lié à la réclamation. C'est pas évident à faire, parce que réclamation, derrière, il y a une petite connotation négative. Ça veut dire qu'il est possible que nous n'ayons pas été parfaits, que notre qualité de service, oui, alors ça arrive très rarement, mais néanmoins, ça arrive. Et on a décidé quand même d'y aller. Moi, j'étais un fervent défenseur du fait qu'on aille... on a rencontré la reconnaissance de nos pairs sur un sujet de réclamation et de traitement de la récla. Et pour 3 raisons principales, et après je promets, on défalquera mon temps de parole Mais non, ça va, tu as le temps global. On n'est pas sur une chaîne qui est critiquée. Le premier sujet, c'est qu'en fait, ça arrive rarement, mais c'est quand même très volumique, malgré tout. J'ai pas peur de le dire. On a regardé combien on avait de clients qui déposaient une réclamation par rapport au nombre d'objets que la Poste livre par jour. En fait, sur une année, la Poste, ça livre du courrier, du colis, et d'autres activités également, mais sur ce cœur de métier-là, ce sont des milliards d'objets qui sont livrés chaque année. Et le taux de contact de nos clients réclamants est de 0,06%. Alors on se dit 0,06%, c'est rien du tout. Mais 0,06% de milliards, ça fait des millions. Donc déjà, c'est volumique. Et donc c'est important d'être là. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'aller sur la récla, c'est que pour moi, ça fait partie de ces parcours clients qui sont les plus impactants.
C'est impactant d'un point de vue satisfaction client, c'est impactant d'un point de vue coût, c'est impactant d'un point de vue contribution à la valeur. Et j'arrête pas de le répéter souvent à l'intérieur, de dire attention, nous, service client, quand on traite bien un client, on protège de la valeur. On n'en crée peut-être pas, mais vous savez, il y a cette phrase qui n'est pas de moi, mais que je trouve super. Lorsque vous aidez un client, souvent vous réparez le service, mais quand vous traitez une réclamation, vous réparez le client. Et quand vous réparez le client, ça veut dire que vous avez restauré sa confiance dans notre capacité, non pas à être parfait, mais d'être présent lorsqu'il y a un souci. Et puis la dernière chose, ça c'est lié à la taille de la Poste, quand vous lancez un programme comme Boucle Courte, dont on parlera plus en détail, vous mobilisez des dizaines de milliers de personnes. Donc il y a aussi quand même une fierté à avoir réussi à exécuter ce programme-là, qui mobilise au quotidien toutes ces personnes, tous ces sites, et d'avoir réussi à offrir une expérience client qui s'est grandement améliorée. Je partagerai les chiffres tout à l'heure, mais c'était une fierté pour nous. Alors le thème c'était l'envie, mais pour nous c'était aussi la fierté que d'aller avec un sujet comme ça, aussi important, au nom de la Poste. Merci Pierre. On sent qu'il l'a dans ses tripes. Et il a un passé dans d'autres maisons aussi, dont il reparlera peut-être tout à l'heure. Alors on va passer au deuxième temps, on va rentrer un peu plus dans le détail justement de comment on redonne envie aux collaborateurs, aux clients et puis aussi aux citoyens. Alors Myriam, c'est assez unique quand même de voir une organisation comme France Travail de faire autant confiance aux conseillers. Donc c'est vraiment une entreprise qui est libérée, qui est collaborative, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais elle fait confiance aux conseillers. Pourquoi? Parce que c'est les conseillers qui sont au contact direct, évidemment, avec les usagers, on les appelle comme ça, et qui connaissent les irritants. Donc comment ça s'est passé pour justement monter cet incubateur et arriver à faire autant confiance aux collaborateurs pour qu'ils apportent des idées? Exactement. En fait, permettre à des salariés impliqués, engagés, motivés, donc de leur permettre de contribuer à la transformation digitale de notre établissement, nous a poussé à lancer un challenge intrapreneurial en interne, ouvert à tous nos salariés. On a trouvé des pépites. Donc, qui mieux qu'un conseiller qui côtoie tous les jours des dizaines d'usagers, avec des caractéristiques différentes, avec des problématiques différentes, qui mieux qu'eux donc peuvent se prétendre connaître mieux des irritants et des problématiques opérationnelles. C'est eux. Donc en lançant cet appel à candidature, on a effectivement été très surpris et on a trouvé des talents. Tu peux nous donner un peu plus de détails, comment ça fonctionne et combien de personnes sont concernées, combien de collaborateurs Alors, depuis que l'on lance ces Challenge Entrepreneuriat avec une petite coupure liée au Covid, on a pu transformer 35 salariés qui étaient des conseillers. 95% des salariés qui ont candidaté à ce Challenge Entrepreneuriat sont des conseillers, 95%. On a pu donc transformer 35 d'entre eux comme des chefs de produits, des chefs de projet, donc à terme. Quand vous rajoutez toutes les équipes accompagnatrices aussi, qui accompagnent ces conseillers, vous vous imaginez passer d'un rôle de conseiller France Travail à chef de produit digital. Il y a quelques petites marches à gravir, mais on ne les laisse pas seuls. Ils sont accompagnés avec des expertises techniques. Donc l'ensemble de ces ressources-là, ça représente à peu près une centaine de personnes. Et une fois que le projet est terminé, 88% d'entre eux, en général, retrouvent un poste de chef de produit ou de chef de projet dans la sphère publique de l'emploi. C'est une forme de start-up interne? Oui, c'est une start-up interne, produit France Travail, avec tout l'accompagnement qui va bien, qui part d'une feuille blanche, pas tout à fait blanche, d'une problématique réelle, opérationnelle, vécue sur le terrain, pour arriver donc à identifier et faire émerger des solutions pour surmonter ces difficultés, les prototyper, les évaluer, courir toujours après le résultat. On accepte aussi de dire stop des fois. Un produit incubé, on avait une superbe idée, mais manque de peau, non, c'est pas que du pot, confronté à la réalité du ressenti de nos usagers, ça marche pas, ça mord pas. C'est pas grave. Dire stop, c'est même courageux. Parfois, plutôt que d'investir après des milliers, voire des millions d'euros sur du déploiement de produits généralisés, si les résultats et l'évaluation n'est pas au rendez-vous. À notre connaissance, il n'y a que Google qui fait ça. Hein. Il prend des salariés, il les sort de leur travail, il les met 100% sur une incubation, un projet,
Et puis après, ça crée des entreprises, des start-up, des scale-up, ce qu'on veut. Eh ben, il y a France Travail aussi. Fier d'être comparé Voilà, à Google. À Google, on peut l'applaudir. Le Google français. Alors on passe à Bertrand, on change de monde, donc chez Domusvie, comment fait-on pour satisfaire tes clients? Alors tu vas peut-être les redéfinir, parce que tu n'as pas que des clients qui sont en situation ou de handicap ou personnes âgées, il y a aussi toutes les familles. Comme je le disais en introduction, donc en fait nous, c'est plusieurs secteurs d'activité, la maison de retraite, l'aide à domicile et les résidences-services. On sait ce que nos clients ont besoin, ils ont besoin de prendre soin. Il y a beaucoup d'actes techniques de soins, tant dans le domicile que d'ailleurs dans les structures médico-sociales. Pour moi, nous avons 10 000 clients. 10 000 clients, c'est potentiellement 20 000 aidants. C'est pour ces 10 000 clients, c'est 3 000 collaborateurs qui sont partout dispatchés en France et qui assurent des soins, de l'aide au quotidien, des petits gestes qui sont vitaux. Ces petits gestes ont beaucoup d'importance parce que c'est pour préparer pour un rendez-vous médical, pour recevoir une personne sur une sortie d'hospitalisation, pour aider une personne âgée à aller faire ses courses. Tous ces petits gestes sont très très importants et permettent de maintenir au domicile un certain nombre de bénéficiaires. Mais donc dans ces clients directs, nous avons aussi les aidants. Les enfants qui souvent ont besoin d'informations, savoir comment s'est passée la visite, si leur papa était bien, s'il a bien mangé, etc., etc. Et nous avons identifié que donc sur notre métier, qui est un métier de planification de tournée de bénéfices d'auxiliaires ou d'infirmiers, il était important aussi de pouvoir répondre aux clients, mais aussi aux aidants, pour leur apporter des réponses, ma foi, très rapides, comment était mon père, comment était ma mère. Et donc nous avons décidé de comment dire... Sans discontinuer, en plus, sans interruption. Sans interruption, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc nous avons décidé de mettre en place et de renforcer nos dispositifs, parce nous avons pu constater qu'il y avait des retards dans nos tournées qui pouvaient incomber à l'auxiliaire qui ne pouvait pas quitter tout de suite à 18 heures, puisqu'elle devait répondre à la famille, à l'aidant, d'où le centre de gestion que nous avons mis en place pour renforcer le lien avec les familles. Alors en plus, tu as utilisé, alors je sais que le démarchage téléphonique est un sujet qui nous tient à cœur, mais tu as utilisé des systèmes d'appels sortants, qu'on pourrait appeler d'ailleurs des appels câlins. Donc tout est possible. Quels sont les canaux? Et le téléphone revient un petit peu en force, hein, surtout dans ce cas. Le téléphone est quelque chose qui est utilisé énormément par nos clients, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Il y a beaucoup de solitude au domicile. Et cette solitude, pour rompre la solitude, on téléphone ou à son auxiliaire, ou au son responsable d'agence, ou au centre de gestion. Et on a développé tout un système d'écoute pour aider et accompagner, je le redis toujours, les familles, les aidants, mais aussi les collaborateurs qui peuvent être rencontrés des situations qui peuvent être délicates. Il est toujours difficile de quitter l'appartement d'un client quand il est 19h et quand on sait que cette personne est un peu en fragilité et en inquiétude. L'auxiliaire de vie est confronté à des moments d'angoisse, d'où la nécessité de mettre en place ce centre de gestion qui peut prendre le relais, qui va identifier, qui va téléphoner à l'aidant, qui peut téléphoner aux pompiers, pour ne pas laisser la personne seule et isolée à son domicile. On se tourne vers les collaborateurs. Comment est-ce que tu as redonné envie aussi aux collaborateurs de s'engager, travailler ensemble, de se coordonner, surtout à distance, avec des solutions de télétravail et aussi avec des temporalités différentes? Mais comme je le disais, les principaux bénéficiaires de ce système sont souvent les collaborateurs. Et quand on prend soin des personnes qui prennent soin, on est à peu près garant de réussir sa mission qui nous est confiée, c'est à savoir aider dans la prise en charge, au maintien au domicile le plus longtemps des personnes. Et donc tous nos collaborateurs sont ravis aujourd'hui, pour rien au monde, ne quitteraient ce système-là qui leur permet une sécurité, qui leur permet de quitter le foyer d'un de vos parents en étant rassurés, en se disant que s'il arrive quelque chose, alors 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a possibilité pour le client ou les bénéficiaires de nous téléphoner. On passe à Pierre. Alors Pierre, comment est venue l'idée de ce projet que tu as appelé ou que vous avez appelé la boucle courte? Il y avait des réclamations? Non, il n'y avait pas de réclamations. Oh, il y en avait une ou deux. L'idée, c'était, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était de voir comment on pouvait améliorer
le traitement de la réclamation. Donc on est vraiment sur un sujet qui est très épineux. C'est un sujet qui est complexe, un objet relationnel qui est très complexe, la réclamation, parce que forcément le client qui vient réclamer, pour lui le problème est avéré, il vient demander réparation. S'il vient demander réparation, il y a quand même des chances qu'il puisse être un peu haut dans les tours des fois. Donc déjà, relationnellement, il faut savoir traiter ça. Et il faut savoir le traiter sur tous les canaux, parce que c'est aussi une attente, je pense, des clients, mais particulièrement avec la Poste, c'est que, et d'ailleurs ils nous le disent dans les verbatims, le premier postier que je croise, je dois pouvoir lui poser une question, lui demander quelque chose, et donc il y a ce côté, la Poste doit se rendre disponible. Donc on a réfléchi, on s'est dit mais comment est-ce qu'on pourra améliorer tout ça? Mais la genèse aussi, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est la rencontre entre une envie et un besoin. Et là je reviens sur ta thématique, t'as vu hein, il suit le fil. L'envie, c'était aussi les remontées des gens du terrain qui nous disaient mais en fait nous on en voit tous les jours des clients qui viennent, ils viennent râler, ils viennent réclamer, ils ont besoin de quelque chose, et on n'a pas forcément les moyens de répondre. Et c'était notamment le cas de nos chargés de clientèle dans les bureaux de poste. Et donc, quand vous n'êtes pas capable de répondre à une attente de réclamation de la part d'un client, parce que vous n'avez tout simplement ni l'outil, ni le process, ni la formation, vous risquez d'augmenter le niveau d'irritation du client, et ça peut même conduire à des incivilités parfois. Donc il était impératif, à la fois pour nos collaborateurs, pour les besoins du client, de mettre en place quelque chose qui soit huilé, rodé, et qui permette de fonctionner à l'échelle de la Poste. C'est comme ça qu'est née la boucle courte. Le niveau de satisfaction, on peut partager des chiffres, hein. On adore les KPIs à la FRC, donc alors, il était de combien? Il était très bas, il était très très bas. On le calcule, on fait une enquête de fin de parcours, hein, une enquête qu'on appelle nous à tiède, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout de suite à la fin de l'interaction, on se laisse un tout petit peu de temps, de manière à ce que, mais pas trop, pour que le client puisse se souvenir de tout ce qu'il a connu pendant le traitement de la réclamation. Et on était à l'époque en dessous de 3,5 sur 10. Et après, t'es passé à combien? Eh ben, l'année dernière, on a fini à 6,5. Et à l'heure où on parle, on est à 7. Je reviendrai dessus parce qu'on est en train de passer un plafond de verre qu'on s'était donné, qui était le chiffre de 7. On pensait qu'on ne pourrait pas aller plus loin parce que c'est quand même de la réclamation et que quelque part, vous le savez si vous êtes des professionnels de la relation, même si vous essayez d'isoler ce qui est le traitement du problème, le client va tout de même associer le fait qu'il y a eu un problème au départ. Et donc, c'est très difficile d'obtenir le même niveau de SAT sur un parcours d'achat que sur un parcours de réclamation, sur un parcours d'achat. Donc, on s'était dit 7, ce sera déjà dans les standards internationaux, et en fait, on y est déjà. Donc, on est en train de revisiter ce chiffre-là. Ouais, surtout à l'échelle de la Poste. Oui, tout à fait. Alors, ça tombe bien. Maintenant, comment est-ce qu'on l'a fait, si tu m'autorises, Eric? Et d'abord, c'est quoi la boucle courte? Parce que j'en parle beaucoup, mais je n'ai pas vraiment donné le principe même. Le principe même, c'est hyper facile à pitcher et c'est hyper compliqué à mettre en œuvre. Donc le pitch, c'est quoi? C'est qu'en fait, on voulait donner 3 promesses de base à nos clients. La première, c'est vous pourrez réclamer là où vous le souhaitez. Donc on ne vous fera pas le coup du appeler le 3631 si vous êtes dans un bureau de poste. Non, le bureau de poste, il se pose avec vous et il enregistre votre demande. Même s'il ne peut pas forcément la traiter. Puisque des fois, vous allez demander, vous allez vous enquérir. Vous savez, le courrier, on a pas mal de gens qui peuvent potentiellement réclamer pour un courrier, pour une lettre recommandée. Mais c'est surtout sur le colis que ça se joue. Parce que le colis, vous l'attendez. Vous savez ce qu'il y a dedans. Et là, vous avez une impatience. Et c'est le moment où vous avez vraiment besoin de savoir où ça en est. Seulement, la personne au bureau de poste, elle n'a pas forcément le colis derrière. Donc, il va falloir qu'elle recherche. Donc, elle va au moins prendre cette information-là. Première promesse. Deuxième promesse, on s'engage sur les délais. Si on sait que l'objet que vous recherchez est dans votre zone de distribution, on s'engage à vous amener une réponse dans les 48 heures. Et on suit ce KPI. Tout le monde écoute parce que tout le monde est concerné. Hein. Où est mon colis? La troisième promesse, et qui est peut-être la plus belle, vous savez, quand on regarde les analyses de SAT sur le parcours client de la réclamation, on se rend compte que c'est pas tant le dépôt qui pose problème, c'est la qualité de la réponse souvent. Donc c'est à la fin que ça se joue en fait. Et alors, il faut savoir qu'un client qui a une mauvaise réponse, il nous met 1 sur 10. Un client qui a une bonne réponse, il peut nous mettre jusqu'à 8 sur 10. Donc il n'y a pas de ventre mou hein, dans le traitement de la réclamation. Vous passez de l'expérience épouvantable au waouh. Et donc on a travaillé la qualité de la réponse, mais on a surtout travaillé la manière dont on allait amener la réponse. Et c'est là où il y a une idée géniale, c'est de dire la personne qui est au centre de distribution, qui gère votre adresse, va vous rappeler personnellement pour vous dire ce qui s'est passé avec votre colis. Que ça soit une bonne ou une mauvaise nouvelle.
mais on s'engage à vous rappeler. Et donc, ça vous permet de savoir d'ailleurs qui est la personne qui vous gère. Et il y a une sorte aussi de prise de responsabilité en disant, c'est nous qui avons peut-être mal géré la livraison de votre colis. Donc c'est la moindre des choses que ça soit à nous de vous rappeler. Et en plus, c'est beaucoup plus efficace parce que ceux qui ont le moyen de retrouver l'objet, c'est bien eux. Donc voilà, 3 promesses simples. Après, il faut la réaliser à la taille de la Poste. Hein. À la Poste. Et sur tous les canaux, Et sur tous les canaux. Et parce que c'est pas un projet de la direction de la relation client à distance. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu sur scène prendre le prix? On l'a pris au titre de la Poste. On a eu cette chance, c'est qu'on nous a donné cette lettre de mission à la Poste d'animer tous les canaux. Et donc nous sommes porteurs du programme La Boucle Courte. C'est pour ça qu'on a eu la chance et l'honneur de recevoir ce. Mais on l'a pris au nom de tout le monde, au nom de tous les canaux. Et quand je parle de canaux, je parle des bureaux de poste qui prennent la réclamation, du digital qui va fournir des informations et qui peut aussi prendre des réclamations, mais aussi de tous les facteurs, de tous les livreurs qui sont partie prenante de cette chaîne de distribution, dont de la chaîne de traitement de la réclamation. Au total, ça fait tu as cité le chiffre de 50 000, je pense même qu'on pourrait aller pas loin de 100 000, qui au quotidien s'engagent à retrouver ou à rappeler le client dans les 48 heures. C'était ça la promesse de Boucle Courte. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à responsabiliser? Alors, je crois qu'on les appelle les postiers, quel que soit leur rôle. Exactement. Ces 5 000 dont tu parles, vous êtes tous des postiers. Vous êtes 240 000. Mais pas tous des facteurs, mais on est tous des postiers. On est tous des postiers. Comment tu arrives à les responsabiliser? Alors ça, c'est le travail d'animation que fait l'équipe La Boucle Courte. C'est un travail aussi dantesque, parce que il faut animer en permanence, il faut arriver à introduire dans des sites, notamment de production, des sites industriels, des indicateurs de satisfaction client, de réclamation, qui ne sont pas forcément naturellement sur le haut de la pile. Hein, le haut de la pile, c'est le délai de combien j'ai reçu de colis, combien j'ai tourné qui sont partis. Et ben là, non, on va rajouter dans les briefs du matin, il y a eu combien de réclamations traitées, vous en avez rappelé combien, le taux de satisfaction de ces clients-là. Et donc, vous introduisez la notion de client réclamant comme étant un acte aussi important que la livraison de l'objet. C'est pas tout à fait vrai. À la rigueur, si on livre bien, on n'a pas besoin de traiter. Mais c'est important de se dire qu'on ne peut pas laisser un client sans le rappeler. Et donc, il a fallu animer, aller dans toutes les régions, dans tous les sites de production. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de sites, puisque c'est ça, hein, la réalité. La Poste, que ce soit des sites bureaux de poste ou des sites centres de distribution, on les anime au quotidien, on les inculture à la notion de client réclamant. Là, moi, jeudi, je suis en Auvergne pour aller voir nos collègues non, je suis pas du tout en Auvergne, je suis à Lyon d'ailleurs. Et je me trompe. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est pas très loin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer une journée de travail avec eux, dans laquelle je leur explique cette fameuse notion de protéger la valeur. Quand vous ratez quelque chose et que vous oubliez de rappeler le client, vous nous faites perdre de la valeur à nous, la Poste, parce que vous n'avez pas ramené ce niveau de confiance nécessaire qui va faire que le client va se réengager avec nous et va recommander des produits de la Poste. Alors justement, il me lance une perche avec ce mot confiance. La confiance à la Poste est important. J'ai, grâce aux dirigeants de RSE, pu participer à un comité éthique sur l'IA de confiance. L'IA Act a été voté il y a 10 jours maintenant au Parlement européen à la grande majorité. On va revenir un tout petit peu, puisqu'on ne peut pas ne pas parler d'IA générative et voir quelles sont les applications à la Poste. Puis peut-être, si vous voulez aussi rajouter des mots sur ce que vous êtes en train d'expérimenter dans vos entreprises respectives. Pourquoi la Poste a voulu être aussi en avance alors qu'on voit les réglementations arriver? Enfin, je sais que la charte IA a été travaillée il y a 2 ans. L'IA de confiance, c'est fondamental. L'éthique dans les algorithmes, dans la collecte, la protection des données, c'est dans l'ADN de la Poste. Alors, oui, je pense que le RSE est dans l'ADN de la Poste. Alors là, vous allez sentir que c'est une question non préparée, hein, vous allez voir. C'est beaucoup moins fluide au niveau de la réponse. Merci, Eric. J'ai fait exprès. Ouais. Non, mais après, tu m'as lancé la perche sur les applications IA. Alors, on va en savoir plus. La Poste a une image d'entreprise qui a décarboné sa livraison, et vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais qui est classée numéro 1 en termes d'entreprise décarbonée au niveau mondial, en termes de livraison et de logisticiens. Bravo. Dès le début. Vous avez sûrement vu assez rapidement, il y a plusieurs années, des camionnettes électriques, de la distribution qui se fait le moins décarboné possible. Il y a un certain nombre de moyens de transport qui ne sont plus utilisés du tout, de manière à arriver effectivement à décarboner. Donc le RSE, vous savez, hein, soit c'est du washing, soit alors c'est
un argument avec lequel vous créez de la valeur. Vous voyez, le mot valeur, il revient souvent dans mon discours. Si vous voulez l'intégrer dans votre entreprise, il faut que ça génère de la valeur. Ben, c'est le cas à la Poste. Ça nous permet de baisser aussi nos coûts. Ça nous permet aussi de montrer qu'on est capable de garder un business qui peut être RSE, qui tient la route en fait, qui est durable. Et donc pour ça, oui. Et on le retrouve dans l'IA. Et alors on le retrouve dans l'IA. Et alors pour le ramener sur le sujet de la relation client, alors je vais essayer de joindre les deux sujets, c'est-à-dire la RSE et boucle courte. La prochaine étape de boucle courte, c'est travailler bien sûr sur l'IA générative. On teste beaucoup actuellement de sujets. Alors on va le tester sur deux choses. J'ai beaucoup parlé de relations clients humaines avec des conseillers, mais bien sûr le digital donne pas sa part au chien aussi. Et typiquement ce qu'on a mis en place pour essayer d'accélérer et aussi de permettre aux clients de traiter en plus grande autonomie ses parcours réclamants, on a mis en place un bot vocal, un voice bot, qui est en train d'être déployé et qui marche super bien et qui permet à un client qui recherche un colis de donner son numéro de colis, on prend ses coordonnées, on enregistre la demande automatiquement et on la renvoie tout de suite au bon centre de distribution pour ne pas perdre de temps pour rechercher Et après, bien sûr, la fin se fera toujours avec une personne qui va rappeler. Donc on reste bien sur cette logique de relation humaine à la fin. Mais par contre, l'IA générative, ça va nous permettre d'améliorer, là, par rapport à ce que tu disais au début, la capacité conversationnelle de pouvoir... Parce que comme je l'ai dit, c'est une relation compliquée. Le client, il est stressé. Et donc ça va nous permettre d'offrir quelque chose qui est assez naturel pour que le client ait confiance dans le fait que le ticket sera bien créé, bien envoyé et qu'il y aura un suivi qui sera fait derrière. Vous avez vu, il aime bien parler, Pierre. Hein. Myriam, tu peux le couper. Chez France Travail, vous êtes très digital. Depuis très longtemps, vous utilisez énormément d'applicatifs. Oui. L'IA générative, je suppose que c'est aussi un sujet fondamental en ce moment. Aujourd'hui, on est en train de structurer des équipes iDouane qui effectivement vont s'intéresser à l'IA générative et à la data. Les deux, comme vous, au service de l'humain. J'insiste bien. On a quand même beaucoup d'usagers et clients qu'on reçoit régulièrement. Et l'idée, c'est bien d'alléger la charge de travail d'une partie de nos conseillers pour qu'ils puissent accorder plus de temps à l'accompagnement humain de ceux qui ne sont pas du tout digitaux et qui ont vraiment besoin de ce contact, etc. Donc tout est en train de se structurer aujourd'hui avec des cas d'usage qui vont être pilotés toujours sur la valeur et les résultats. Ça marchera, on les sèmera sur l'ensemble du territoire. Ça ne marchera pas, on arrêtera. Toujours très pragmatique. Quelques bots qui sont testés ? En cours d'expérimentation, oui, mais là, c'était pas prévu que je réponde à cette question. Donc, je ne sais pas. Chez Domusvi, quelques applications ? Oui, il y a l'intelligence artificielle parce que nous sommes toujours en recherche d'identifier la fragilité de nos clients. Et nous avons le constat d'être assis sur une data très, très, très importante. Et nous souhaitons trouver un partenaire, j'en appelle, pour créer, pour identifier, puisque quand on regarde les plannings qui sont réalisés par nos auxiliaires, on arrive à identifier le nombre d'heures, le niveau de dépendance de nos clients, nous arrivons à identifier pourquoi est-ce que les interventions ont été annulées, des hospitalisations, des chutes, etc., etc. Nous sommes donc persuadés que nous sommes assis sur une data riche qui n'est malheureusement pas suffisamment utilisée et qui nous permettrait de repérer les fragilités de nos clients. Donc c'est un des chantiers que nous avons en cours. N'hésitez pas, je me retourne vers le numéro. Commencez à poser vos questions, on les prendra à la fin. On va revenir sur notre sujet et vous demander à chacun de nous dire qu'est-ce qui fait la différence. Même si vous n'êtes pas tous en situation de concurrence, qu'est-ce qui fait la différence pour qu'on puisse redonner envie justement aux clients, aux collaborateurs, aux citoyens de s'engager auprès de votre marque. Qu'est-ce qui fait la différence ? Donnez-nous vos trucs et astuces. Livrez-nous vos petits secrets. Myriam. Moi, je dirais, mais vraiment pas qu'un mot, la confiance, qui se concrétise par des actes. C'est-à-dire donc changer un état d'esprit de responsabilisation, là, nos intrapreneurs, c'est-à-dire oser leur permettre de décider, de prendre des décisions structurantes sans forcément systématiquement demander l'aval du N+1, +2, +3, +4, +5. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour que donc, les salariés volontaires incarnent donc, réellement ce qui leur tient à cœur, c'est-à-dire résoudre un irritant sur lequel ils sont confrontés au quotidien et leur donner carte blanche pour oser permettre de faire émerger des solutions et de les tester dans des conditions réelles.
Mais c'est vraiment un état d'esprit qui... Il y a encore quelques marches à gravir, mais on y arrive. Justement, dans l'état d'esprit, c'est aussi aller sur le terrain, les enquêtes terrain, connaître le terrain, connaître l'utilisateur. Les intrapreneurs, d'ailleurs, donc, qui sont donc des salariés donc, répartis sur l'ensemble du territoire, quand ils sont donc retenus, ils restent dans leur région d'origine, justement pour ne pas qu'au bout de quelques mois, ça y est, en venant à la direction générale, qu'on perde cette attache et ces relations quotidiennes avec les usagers. Donc ils restent sur le terrain pour continuer de garder cette maîtrise et ces relations quotidiennes avec nos usagers. Ça, c'est obligatoire. En te regardant, je regarde le logo qui est juste en haut à gauche. Là. La proximité, c'est important. La FRC a créé il y a 2 ans la FRC Relations Clients 100% en France pour justement mettre en valeur les entreprises qui s'engagent en matière de proximité avec leurs clients, avec les citoyens. Et donc, je vous invite à venir sur notre stand, encore une fois, G52, pour prendre des informations sur cette marque de garantie. Et cette année, nous allons faire un grand événement, d'ailleurs, à la fin de l'année, pour valoriser toutes les entreprises qui s'engagent avec ministres, avec personnalités. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je suis sûr que France Travail, ce double logo avec Service France Garantie, doit t'intéresser. Même question, comment on fait la différence chez Domus Vie ? Alors, pour nous, il y a 2 mots, confiance des clients, confiance des collaborateurs et simplicité. Simplicité, parce que ça paraît évident, mais quand effectivement vous avez 10 000 clients qui attendent une prestation à telle heure, que vous avez 3 000 collaborateurs qui sont sur toute la France dans des moyens de transport différents et qu'il faut tout coordonner, alors il y a énormément de process, un centre de gestion, une garantie que tout client qui téléphonera aura son appel qui sera pris. Le client ne le perçoit pas. L'objectif, c'est que pour lui, ça a l'air simple. Et pour nous, de faire en sorte que on se complexifie la vie pour rendre au client la vie la plus simple possible. Donc, confiance des clients, confiance des collaborateurs et simplicité pour les clients. Écoute, proactivité, c'est des mots que j'avais déjà aussi entendus à l'occasion des Palmes. Oui, toujours de l'écoute, de la proactivité. Nos collaborateurs peuvent proposer de modifier les plannings pour les rendre plus faciles, plus accessibles, parce qu'on croit que les opérateurs terrains sont plus au contact des clients, connaissent les spécificités, ont cette intelligence. Voilà, donc de l'écoute, de la proactivité, de la confiance et de la simplicité. Alors la Poste, même si la Poste n'est pas complètement ouverte sur des marchés, pas toutes les organisations, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains marchés qui sont en forte concurrence, comment on fait la différence ? Je vais revenir sur ton thème de l'envie, hein, de ce que je m'étais engagé à le prononcer au moins 2 fois. Tu peux le prononcer toute la journée si tu veux. Non, je vais faire un petit parallèle, vous avez vu quand même que je parlais beaucoup de réclamation. Ça paraît comme ça un peu... contre-intuitif d'associer le mot envie avec le mot réclamation. Et ben en fait, vous allez voir, je vais pousser la provoque. Quand vous avez un client qui n'a même plus envie de déposer une réclamation, c'est qu'il est mort. Oh. Non mais sérieux, je suis très très sérieux. Je veux dire, et on a ce cas-là de gens qui disent bon, ça sert à rien, ils pourront rien faire ou ils vont rien faire. Et là, vous ramez avec ces genres de clients-là. Donc ça peut paraître comme ça un peu provoque de dire, mais si il faut, et je reviens sur votre mot de la confiance que vous avez utilisé tous les deux, si le client il a confiance en vous, oui, il aura envie de nous contacter pour avoir une demande d'information, pour qu'on l'aide, pour qu'on l'assiste, et en fait ce lien-là, il est recréé à nouveau grâce à la confiance. Donc oui, l'envie, même dans ces moments-là où nous traitons des irritants, il est quand même présent parce qu'il faut que le client reste au contact avec nous. J'ai dit tout à l'heure qu'appeler un client pour une mauvaise nouvelle, c'est mieux que de ne pas l'appeler du tout. Ça se voit dans les enquêtes de SAT. Un client, alors c'est dur hein, pour les gars hein, dans les centres de distribution des fois d'appeler un client pour lui dire bah, vous savez, le camion il a brûlé sur la A6, donc de toute façon le colis il a brûlé avec. Hein. Mais ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Mais par contre c'est important d'appeler le client en disant je suis désolé, votre produit nous ne l'avons plus. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que le client, au moins, nous sait gré du fait qu'on ne l'a pas baladé pendant des jours et qu'on lui a dit exactement ce qui s'était passé. Après, pour reprendre de manière plus générale ta question sur comment est-ce qu'on redonne envie, j'ai envie de dire, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, excusez-moi, c'est que notre relation client, elle doit être fidèle aux valeurs de notre marque. Et donc c'est important quand on lance ce genre d'initiative de savoir que ça sera congruent avec les valeurs de la marque. Et les valeurs de la marque La Poste, c'est notamment
La simplicité, rappelez-vous, on disait à l'époque, c'est simple comme une lettre à la poste, mais ça fait quand même partie. La poste se doit d'être simple, c'est-à-dire qu'elle doit rendre simple quelque chose d'excessivement complexe, qui est la distribution de milliards d'objets. C'est la proximité, j'en ai parlé. La proximité, c'est très important. Alors, comment on rend la proximité dans la relation client à distance? Eh ben, c'est en faisant rappeler justement la personne qui est juste à côté de chez vous. Ça s'est passé près de chez vous, eh ben c'est cette personne-là qui va vous recontacter. Et puis cette disponibilité, c'est-à-dire le fait de dire, ben pour que ça soit simple, vous pouvez nous rencontrer, vous pouvez nous croiser, vous pouvez nous engager avec nous n'importe où, et n'importe quel postier se doit de porter votre demande. Voilà. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on réussit. Est-ce que tu arrives à transformer une réclamation en vente? Surtout sur de la livraison de colis. C'est une très très bonne question. J'ai envie de te répondre de manière honnête, non, pour l'instant. Tu traites d'abord la réclamation. Ouais, alors d'abord parce que d'abord on est attendu sur les fondamentaux. Hein. Les fondamentaux, c'est, vous savez, c'est faites déjà bien ce que vous devez faire et puis on en reparle. Donc déjà c'est très important. On ne peut pas, je pense, pour l'instant, en tout cas dans le contexte dans lequel nous sommes, nous la Poste, se permettre de proposer une solution, là je vais me faire tuer je pense par la direction commerciale, elle n'est pas là, de pousser une solution qui serait potentiellement une réponse à l'attente du client qui lui cherche avant tout son colis et son courrier. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'on traite les fondamentaux, c'est-à-dire je vais vous le retrouver, si je vous le retrouve pas, ben, je vais vous proposer la meilleure solution. Après, oui, je pense qu'il y a des opportunités après derrière de rebond sur de la réclamation, mais je pense que ça se joue au moins autant dans l'interaction elle-même que dans les possibilités d'enrichir la prestation de traitement en lui proposant quelque chose qui fait qu'il va se sentir plus premium qu'il n'était avant de nous contacter. Et là, par contre, il y a des opportunités à faire. Je ne vais pas en parler plus parce que ça fait partie de nos réflexions. Oh, ouais. Mais c'est pas tant dans le traitement lui-même, parce qu'il faut répondre aux attentes du client, mais après, derrière, on peut enrichir la prestation. Et il y a moyen, à mon avis, de transformer, alors je ne sais plus qui avait dit ça, le pépin en pépite, là, c'est ça. Ah, et voilà, c'était pas toi. C'est pas loin. C'est des passionnés de la relation client. Mais voilà, mais on peut, mais il faut le faire de manière sioux. Merci à tous les trois. On va prendre des questions. Je vais vous en passer une qui vient d'arriver. Justement, est-ce que dans vos organisations, l'expérience client, la relation client est positionnée au-dessus du produit? Souvent, on compare les 4 P du marketing, prix, produit, placement, promotion. Est-ce que l'expérience vécue chez les usagers, vécue chez les clients, chez les citoyens, est considérée aujourd'hui au-dessus du produit que vous fabriquez? Est-ce que vous êtes placé d'ailleurs sous les directions générales? Qui répond? Myriam, elle réfléchit, Myriam. Elle se dit, mon patron, mon DG, il est où? Est-ce qu'il me considère à la direction? Aujourd'hui, je vous rappelle que France Travail n'est là que depuis 2 mois et demi. Ah bon? Donc on réfléchit effectivement à ce positionnement plus stratégique qu'il ne l'était dans le passé. En tout cas, la question est posée. D'accord. Mais la réponse n'est pas encore donnée. Chez Domusui, je me souviens que sur le plateau de BFM, on avait amené la directrice générale. Ça a l'air important hein, dans ce groupe. Nous, on dit souvent bas au bas. Bas au bas. C'est-à-dire que le sens, c'est le terrain qui ramène une problématique où il n'y a rien de péjoratif dans le bas au bas. Donc le terrain qui ramène une problématique, qui souligne un point positif, qui doit être remonté vers le siège. Le siège doit prendre le sujet, proposer des clés et des solutions, et on doit ensuite le redonner aux équipes. Donc on est vraiment dans un schéma bas, haut, bas, et pas haut, bas, où parfois on peut avoir des gens qui sont à Paris, qui vont penser une solution. Nos clients de Bade-Comlepin, Bade-Comlepin c'est dans l'Indre, ne sont pas les mêmes clients que nous avons dans Paris 16. Et donc si vous traitez vos clients de la même façon sans prendre leur spécificité, alors vous passez à côté. Et les clés et les solutions de la réussite de l'agence de Bade-Comlepin ne sont pas les mêmes clés de la réussite de l'agence de Paris 16. Donc bas, haut, bas, et on fait du local. Voilà. Beau slogan. La Poste, il y a une direction expérience client. Oui. Elle est membre du conseil d'administration de la FRC, c'est important. Hein. Tout à fait. Donc le président, je suppose, considère... Alors, elle est placée, la direction de l'expérience client, en transverse. Donc par rapport à ta question sur l'offre, elle se doit d'être au-dessus. Alors je vais quand même faire une petite distinguo, parce que relation client et expérience client sont 2 objets très liés, mais néanmoins distincts.
Donc en fonction qu'on parle de la relation client ou de l'expérience client, la réponse peut être légèrement différente. Je m'explique. Moi, je suis directeur de la relation client. En fait, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que en fait, je gère quelques canaux à distance, du digital, des centres de contact, mais mes camarades des bureaux de poste, ou voire même des centres de distribution, sont des acteurs de la relation client, ils gèrent des canaux aussi. Et l'intégralité de ces canaux-là, ben, ça représente une partie de l'expérience que vit le client, mais pas l'intégralité de l'expérience. Pour moi, l'expérience client, c'est la somme de toutes les expériences qu'a le client avec une marque, et l'expérience relationnelle en fait partie. Donc moi, en tant que directeur de la relation client, et toutes les équipes, on porte une partie de la satisfaction du client. Après, en fonction du type de produit, du type de marché, ça sera plus ou moins important. Il y a des marchés pour lesquels la relation client pèse très très peu dans le NPS global du client. Il y en a pour qui c'est fondamental. C'est le seul différenciant. Donc en fonction de la ligne de produit du marché dans lequel vous êtes, vous pesez plus ou moins. Par contre, l'expérience client, elle se doit d'être au-dessus de tout ça et d'avoir une vision et sur l'offre, et sur l'usage, et sur la relation. Et c'est à elle d'avoir cette capacité transverse de pouvoir intégrer le client dans chacun de notre chaîne de création de l'offre jusqu'à la distribution et au service au client. Donc c'est pour ça que je faisais le distinguo. Donc oui, l'expérience client pour moi doit avoir ce rôle supra, d'être capable de remonter le plus en amont même dans la conception même de l'offre, de manière à ce que l'offre ait intégré l'expérience client dans la phase de cadage même au démarrage. Par contre, la relation client, nous sommes malgré tout des opérants, nous gérons des interactions, nous gérons des contacts, donc nous sommes une partie de l'expérience client, mais nous sommes bien au service d'une chaîne de distribution de l'offre. Au service, mettez aussi la tour de contrôle pour surveiller toutes les demandes de l'ensemble des citoyens. En remontant l'information, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Un petit mot de la fin à tous les trois, et puis on va conclure, parce qu'il nous reste 3-4 minutes, et après je vais vous donner quelques informations sur l'actualité de la FRC. Qui veut conclure, redonner envie? C'est celui qui fait qui c'est. Voilà. Pierre, un mot de conclusion? Vive la relation client, t'adores ce salon? Ouais, c'est ça. Non, vive la relation client, on va dire ça. Non, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Bon. Passez un très bon salon et profitez-en bien. Ouais, il y a beaucoup de monde, là, on est content. Ça n'arrête pas d'arriver, il n'y a même plus de place dans la salle. Un mot de la fin chez DomusVi? Bon, le mot, c'est que nous sommes tous des clients. Voilà, nous sommes tous des clients, exactement. Bon, merci à tous, on les applaudit très fort.